je vous remercie pour votre patience. Et c'est le moment pour vous d'intervenir maintenant, de poser des questions. Donc on va les prendre. Calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Alors je sais qu'il y a le micro doit circuler, à moins qu'il y en ait un autre. Ok. On va essayer de faire circuler celui-ci. Je voudrais simplement dire que c'est des questions que nous demandons et non pas des exposés. Oui, merci. Absolument. C'est des questions et pas des exposés. Donc effectivement, si vous avez une question, vous la posez, mais ne racontez pas votre vie, elle doit être très intéressante, mais c'est la question qu'on pose à nos interlocuteurs. De façon que le plus de monde puisse intervenir. Merci. Ma question est au docteur Shimon Samuels. Et je me réfère d'abord à la présentation du professeur Wistrich, où vous avez si bien dit que dans un des panneaux, vous avez au moins réussi à écrire que 50% des citoyens en Israël sont des juifs de pays arabes. Aujourd'hui, nous sommes déjà 55%. Bon, je suis présidente de l'Association internationale des juifs d'Égypte et aussi vice-présidente de la JJAC. Vous savez ce que c'est la Justice for Jews from Arab Countries. Alors, ma question est, comment se fait-il, Dr Samuels, que dans votre présentation, qui était vraiment brillante, hein, et vous avez si bien parlé de l'Holocauste, encore l'Holocauste, encore l'Holocauste, et encore la politique israélo-palestinienne, avec ce public que vous êtes venu, vous êtes pris la peine de venir parler à ce public qui, partout où vous irez, il y aura toujours 50% de juifs de pays arabes, d'Israéliens de pays arabes. Vous n'avez pas trouvé nécessaire de dire un seul mot, une phrase sur la tragédie des juifs des pays arabes, pas un seul mot. Comment ça fait-il? Comment ça fait-il? Voilà. S'il vous plaît. Il faut rester dans le sujet, s'il vous plaît. Je me permets de vous arrêter. Il faut rester dans le sujet. Nous ne sommes pas là pour polémiquer. Vous posez une question toute simple. Le professeur va vous répondre. Votre passé, je comprends. Il y a beaucoup de passé ici. Mais la question que vous pouviez poser, et il va vous répondre, tout simplement, sans polémique. Merci. On n'a pas besoin d'être agressé de cette manière non plus. Je peux répondre? On n'a pas besoin d'être agressé. Elle pose une question, vous n'avez pas à l'agresser. C'est la question. Monsieur le Président, je peux répondre? Oui, d'accord. D'abord, lorsque je suis arrivé à Paris pour ce travail, la première fois ça a été en 1980, et pour l'ADN. À cette époque, l'ADN était partie de l'ADN, la ligne de défension, qui était reliée à Bnei Brit. Et comme j'ai dit, j'ai cherché des axes de travail pour le centre Wiesenthal. Le premier axe de mon travail à l'arrivée en 1980 était essayer de ramener tout ce qui était possible sur la Shoah dans des pays arabes. Parce que ça a été un grand trou dans l'histoire de la Shoah. Rachid Ali en Irak, l'Afrique du Nord, les exactions contre les Juifs de la Tunisie pendant cette époque, tout ça n'était pas connu du tout. Je ne parle pas des Juifs des pays arabes en Israël à ce moment. Ce n'était pas le premier point. Le premier point était que chaque Juif était une victime potentielle de la Shoah. Et il fallait que les Juifs en France, d'origine des pays arabes, sentiront une appartenance à notre travail de recherche et de commémoration de la Shoah. Deuxièmement, le jour après l'ouverture de notre exposition à l'UNESCO, il y avait une visite d'une délégation de JJAC. JJAC, ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui.
il y avait pendant les années 80 aussi un mouvement, Wojak. J'étais parti de Wojak. Maintenant, le fait que l'UNESCO a pris une position contre toute référence, et malgré ça, le professeur Wistrich a réussi à introduire les thématiques dans le texte. Vous n'avez pas vu le texte, vous avez vu les visuels et très rapidement pour voir le texte. Le fait qu'on a fait ça, c'est déjà un miracle, parce que pour les Palestiniens et les groupes arabes, c'est une chose c'est une menace. Les arguments des Juifs des pays arabes qui ne sont plus réfugiés, qui ne sont pas au niveau des Palestiniens, qui chaque année il y a de propagande sur les camps de réfugiés. Israël a absorbé les Juifs des pays arabes. Ceux qui ont décidé d'aller à la France ou au Canada, ils sont absorbés. Je n'ai pas mentionné ce thème parce que ce n'est pas dans l'exposition. J'ai montré l'exposition. Vous voyez le texte. Vous allez voir que oui, c'est mentionné, malgré tout. La droite à col. Vous n'avez pas mentionné. Pardon? Vous n'avez pas mentionné les millions de Juifs des pays arabes. Alors, il y a un tas de thèmes que je n'ai pas mentionné. Nous travaillons sur un univers des thèmes. On ne peut pas mentionner tout. Question suivante, merci. Je passe le micro, c'est bon. Je suis extrêmement admirative des deux. Je suis très admirative des deux communications que j'ai entendues, les deux dernières, et du combat que vous menez. Et c'est dans le cadre de ces combats que j'aurais une question à poser, plus particulièrement au professeur Wistrich. Il s'est trouvé un jour de grâce où j'étais dans un centre que vous connaissez, le cercle Bernard Lazare. Et ce jour-là, il y avait un arabe qui est venu avec un livre qu'il tenait en main et qui était une traduction d'un historien de Tel Aviv. Il a dit, voilà, je suis arabe et je suis éditeur, je crois qu'il s'appelle Rachid House, et j'ai fait traduire ce livre, et vous connaissez le nom certainement de cet historien, c'est Yaakov Malkin. Yaakov Malkin, historien de l'université de Tel Aviv. Et il a écrit un livre pour une façon d'apaiser le conflit arabo-israélien, israélo-arabe, et pour faire une brèche dans le mur de haine, par la voie, parce que ça c'est son idée, ou par le mouvement, il y a un mouvement d'ailleurs, sur lequel vous allez peut-être nous apporter un éclairage, par un mouvement laïque qui pourrait permettre une solution du conflit. C'est l'idée de Yaakov Malkin et de son mouvement et du mouvement de cet arabe qui est venu nous présenter la traduction en tant qu'éditeur, il l'a fait traduire, la traduction de ce livre. Est-ce que cela a eu des suites? Est-ce que vous savez quelque chose en tant qu'historien? Quel est le nom de ce livre? Ça s'appelle La Voie laïque ou quelque chose comme ça. Hein. Mais il s'appelle Yaakov Malkin. Oui, je connais le nom et je sais qu'il est impliqué dans ce mouvement laïque. Mais je voudrais dire une chose un peu plus générale sur une petite catégorie de personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai entendu parler d'eux, qui se qualifient des Arabes laïcs. D'abord, c'est une conception que je dois dire, je trouve un peu problématique. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que ça veut dire vraiment. Mais mettons que ça existe. Ce n'est pas à moi de contester la définition, l'autodéfinition.
mais j'ai rencontré des personnes en Occident, toujours en Occident, qui se définissent comme ça. Je suis un arabe laïque. Et quand je les ai rencontrés, il n'y a pas beaucoup, hein, moins que 10 personnes comme ça, en général, ils ont une attitude beaucoup plus ouverte à l'égard du problème juif, à l'égard de l'antisémitisme et l'État d'Israël. Je ne dis pas que tous les Arabes laïcs automatiquement auront cette position. Je ne sais pas. Mais parfois, il y a eu aussi le cas dont je me souviens, je ne l'ai pas rencontré personnellement, de Wafa Sultan qui se définissait à 100% laïque. Une Syrienne qui habite aujourd'hui aux États-Unis, qui a vraiment dénoncé les positions prises par les États arabes et les Palestiniens, même à l'égard du peuple juif et d'Israël, en disant que si vraiment ils auraient pu ouvrir leurs yeux, ils auraient compris que la façon dont les Juifs, après l'Holocauste, après la Shoah, c'est elle qui parle, oui, comment ils ont pu renaître, créer l'État d'Israël, et un tas de choses dans la diaspora aussi, le rapport à la culture, etc., ça aurait dû servir comme un exemple aux Arabes qui ont souffert aussi. Évidemment, les peuples arabes ont souffert, personne ne le nie, mais au lieu d'adopter les attitudes qu'elle a considérées comme autodestructeurs, et je ne crois pas qu'il y a la doute là-dedans, ils auraient pu prendre l'exemple d'Israël. Bien sûr, il y a très très peu de personnes qui sont prêtes à écouter cela. Mais ça existe, c'est important de savoir. Ici et là, j'ai invité ces personnes à Jérusalem. J'ai remarqué par la suite qu'une partie de cette petite minorité, une partie s'est convertie au christianisme. Ou bien secrètement ou ouvertement. Je ne veux pas commenter cette décision. Je dis, ça existe malheureusement. Pour l'instant, c'est une petite minorité, mais je dois dire que Shimon Savius a réussi à recevoir un message remarquable de Boualem Sansal pour l'ouverture de l'exposition. Et malheureusement, il n'a pas été à l'ouverture, mais il a envoyé un message qui n'a pas été lu, mais qui est vraiment touchant et profond. Un écrivain algérien qui a eu un prix littéraire important à Paris. Un éclairage encourageant. Merci. Question suivante. Dans la lignée même de ce dont vous venez de parler, je viens de lire qu'à l'invitation de Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe, en partenariat avec Faisal Ben Mouammar, directeur général de la Bibliothèque nationale du roi Abdulaziz de Riyad, le président du consistoire de France, Joël Mergui, ainsi que le grand rabbin du consistoire, Alain Goldman, représentant le grand rabbin de France, ont assisté à l'inauguration de l'exposition Haïdj, le pèlerinage à la Mecque, et participé ainsi au dialogue interreligieux. Ma question est donc la suivante. À l'exception de l'exemple que vous venez de citer, y eut-il des dignitaires musulmans ou arabes escalités ayant aussi visité l'exposition du Centre Wiesenthal de Paris? Oui, M. Mergui était là et je crois que M. Mergui n'a pas fait la Hajj et visité une exposition sur la Hajj.
je suis très intéressé à le faire moi-même. Je ne vois pas un problème. Est-ce qu'il y avait des dignitaires musulmans à l'inauguration de votre exposition à l'UNESCO? Voilà. Des dignitaires arabes ayant visité l'exposition. Maintenant, je commence Simone Wiesenthal. C'est bon, ça y est. Ouais. Merci. Bon, le problème, c'est que Sarkozy a échoué dans plusieurs choses. Mais son essai de créer un CRIF musulman en France, c'est un échec. Parce qu'il a compté sur les modérés comme Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. La hétérogénéité entre les musulmans en Europe est très important à prendre en compte. Malheureusement, nous voyons spécialement en France les premiers sanim des centres chiites qui sont proches à Dieudonné. Malheureusement, nous avons une force musulmane qui s'appelle le OIF, qui est frère musulman. Et il n'y a pas beaucoup de dirigeants musulmans qui sont assez courageux. Il y a des exceptions. Il y a Hassan Charboumi, par exemple. Hassan était invité, il n'était pas en France la date de notre ouverture, mais il a envoyé un message. Mais je n'ai pas espéré qu'il y aura une grande présence musulmane. Comme d'ailleurs, il n'y avait pas une grande présence juive à l'ouverture de l'exposition saoudienne à l'UNESCO sur l'islam. Merci. Question suivante. Oui. Je ne vais pas poser simplement une question, parce qu'on est là, je pense, pour réfléchir un peu ensemble, et il est difficile de poser une question comme ça tout de suite. Ce que je voudrais dire, c'est que je pense effectivement, comme le mot a été prononcé, il y a une guerre. Il y a une guerre contre Israël et contre les Juifs d'une manière générale. C'est pas une guerre, c'est une guerre depuis très longtemps, c'est pas une guerre récente. À chaque fois, elle prend des visages différents. Et je crois, aujourd'hui, la Shoah, c'était une grande guerre pour la disparition physique d'un peuple. Mais aujourd'hui, la guerre qui se mène sur le patrimoine, comme vous l'avez dit, c'est une guerre aussi importante, parce qu'elle vise à supprimer un peuple du point de vue de son histoire et du point de vue de sa mémoire. Alors c'est aussi une guerre très importante. Si on décervelle quelqu'un, il n'est plus rien. Quand on n'a plus une histoire, on n'a plus de mémoire, on devient voilà, on est lobotomisé, quoi, en quelque sorte. Donc c'est très important. Aujourd'hui, cette guerre, elle prend appui à partir du monde arabe. C'est clair, à partir de la Palestine, du problème palestinien. C'est ça le problème. Cette guerre, aujourd'hui, elle se fait d'une manière systématique. Le monde entier participe à cette guerre. Le monde arabe, on l'a dit, l'argent, etc., qui est donné dans cette guerre, mais en face, qui c'est qu'il y a? Il y aurait, normalement, celui qui est visé, c'est Israël aujourd'hui et les Juifs. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Qu'est-ce que fait Israël? Vous avez parlé d'une chaîne de télévision comme Al Jazeera. Elle a été créée dernièrement, elle s'appelle I24. Elle émet en arabe, elle émet en français, et elle émet en anglais. Normalement, là. Sauf que elle ne se veut ni juive ni israélienne. Elle est située à Jaffa. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je viens du monde arabe, je viens d'Algérie. J'essaye de faire un film pour parler de mon histoire, justement. Très difficile de trouver de l'argent en Israël. Le sujet est refusé par une fondation israélienne. Quand nous sommes allés pour protester, je vais vous donner un exemple, quand vous arrivez devant la porte, avant d'entrer, vous êtes accueilli par une affiche. Cette affiche, c'est un film réalisé par un Israélien, juif, qui a eu le prix d'Israël. Ce film s'appelle « L'enfermement de Gaza ». Et vous avez un fil de barbelé avec un enfant arabe derrière. Voilà la carte de visite de cette fondation qui donne de l'argent pour des films palestiniens
et qui ne donnent pas de l'argent pour donner une autre vision. Alors Richard Darbois, qu'est-ce qui vous inspire le commentaire de Jean-Pierre Lédo, parce que je crois qu'il est au cœur aussi. Je termine par une autre chose. Cette guerre, elle est menée aujourd'hui sur le front idéologique, c'est clair. L'Europe s'engage à fond dans cette guerre contre les Juifs. Un exemple qui touche les livres, dernièrement, vous le savez, a été édité un livre sur les relations entre les Juifs et les musulmans dans le monde arabe. C'est patronné par deux personnes, Benjamin Stora et Abdelwahab Medeb, qui tous deux ne sont pas des historiens de l'histoire musulman et juif, hein, entre parenthèses. Eh bien, ce livre fait tout pour édulcorer les choses. Je vous donne un exemple, que je connais bien. Il y a une note sur un musicien juif algérien qui a été assassiné, qui s'appelle Raymond Léris. Il y a un papier dans ce livre très élogieux pour Raymond Léris. Il aimait les Arabes, dans son orchestre il y avait des Arabes, les Juifs et les Arabes ils étaient très bien ensemble, sauf que dans le papier on ne dit pas qu'il a été assassiné. Ce livre a été présenté dernièrement au Festival du Livre à Casablanca. Il y avait Madame Leila Chahid, qui est représentante ambassadrice de la Palestine au Parlement européen. Elle a fait on pouvait trouver ça sur Internet, une vidéo où elle explique qu'elle est là pour présenter ce livre, et elle dit, ce livre explique qu'il y a eu des Juifs dans le monde arabe, c'est vrai aujourd'hui il n'y en a plus. Pourquoi? Les relations étaient très bonnes entre les musulmans et les Juifs, mais vous savez, c'est les sionistes qui ont fait en quelque sorte partir tous ces Juifs du monde arabe. Alors, Richard, quand elle a dit ça, merci Jean-Pierre, oui. Il faut qu'on puisse quand même laisser nos intervenants répondre à vos questions, merci. Elle était entourée, le centre Simon Wiesenthal a fait remarquer que cette exposition de livres à Casablanca était la plus antisémite du point de vue de la quantité de livres, et elle était entourée de tous ces livres quand elle disait ça. Très important, donc je crois que les points, voilà, il y a des points fondamentaux que Jean-Pierre Lédo vient de rappeler, à la fois sur le non-dit, à la fois sur le détournement du discours, sur le rôle des médias. Richard, en tant que journaliste, là je vous laisse vous faire l'analyse. Bon, il faudrait peut-être faire un colloque juste ce point, parce que c'est un univers en soi, mais je crois que tout d'abord, on a parlé, je voudrais reprendre ça au bon, du fait qu'il existe une chaîne de télévision à grand renfort de milliards d'euros qui a été créée il y a à peu près un an, qui s'appelle I24 News, et qui a théoriquement pris la succession de la chaîne communautaire Kissem, qui était une chaîne très, je dirais, militante et amateur, mais qui avait justement ces amateurs. Moi, lorsque je faisais des tournées de conférences en Europe, en France, surtout, j'ai remarqué ces dernières années combien Kissem était écoutée, appréciée, même si elle était faite avec un petit peu des bouts de ficelle. Mais les gens s'identifiaient un petit peu à cette chaîne parce qu'elle diffusait un autre son de cloche. Lorsqu'on a appris, moi en tant que journaliste, et puis aussi Pascal, la création de I24 News avec d'énormes moyens, et ce qu'on a vu ensuite dans les locaux d'IAFO, ça a encore dépassé notre imagination, c'est-à-dire que les locaux de I24 News, c'est encore mieux que la CNN. Donc il y a vraiment des moyens. Malheureusement, ça fait partie, si vous voulez, des fantasmes et des coups d'épée dans l'eau qui sont donnés à notre époque. J'utilise des mots un peu difficiles, mais je crois qu'on a assez suivi la création de cette chaîne, qui s'est présentée au départ comme étant disons, toute proportion gardée, parce que ce ne devait pas être une Al Jazeera. On n'a pas envie, nous-mêmes, pour défendre la bonne image d'Israël et du monde juif, de faire des chaînes au discours hystérique et partisan comme Al Jazeera. Mais en tout cas, on a pensé qu'il y allait enfin avoir des moyens qui seraient mis, de hauts moyens qui seraient mis au service de la défense de l'image d'Israël, et quelle ne fut pas notre surprise, mais très vite, je dirais, déconcertée, de voir que et la direction de cette chaîne, les hommes qui ont été mis pour la concevoir et pour la mettre en pratique, en fait, on refait une chaîne qui est semblable à, finalement, c'est la petite sœur de France 24, parce que celui qui a fait France 24, sans le citer, c'est celui qui a fait I24 News, et on a fait, finalement, une chaîne qui s'est installée à Yafo, ce qui est déjà toute une histoire,
Mais peu importe, comme me disait l'un de ses rédacteurs en chef avec lequel je parlais il y a quelques jours, il me disait oui, on pourrait être aussi bien au Panama. On s'est trouvé ici parce que, disons, ça correspond à une certaine sensibilité, etc. Mais et le personnel, je dirais, conceptuel et le personnel journalistique a été ramené, pour ce qui est de la chaîne en français, a été ramené de France. Et Pascal et moi-même, qui avons proposé nos services dans nos compétences respectives pour, disons, apporter notre contribution. On n'a pas été les seuls journalistes israéliens francophones à être écartés. La direction de cette chaîne a systématiquement choisi d'importer des journalistes de Paris qui ne connaissaient rien au Moyen-Orient, qui étaient des journalistes sportifs ou du showbiz, très peu de l'actualité, et elle a fait venir finalement par dizaines des journalistes qui ne connaissaient pas la scène moyen-orientale pour bien passer au niveau de l'antenne, faire en fait une belle vitrine, mais qui ne sait même pas ce qu'elle a à dire et comment le dire, et qui quelquefois sur des grands événements, quand il y a des accélérations, comme par exemple, même pas des faits internationaux, les manifestations orthodoxes contre le service militaire, ou des événements même comme le rapt, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail, le rapt des 3 jeunes Israéliens qui ont été assassinés, etc. Cette chaîne est tellement exterritoriale qu'elle est à côté disons, de la moelle israéliote, la compréhension israélienne des problèmes. Et parce qu'il existe dans notre pays bien sûr des divergences, mais il y a un consensus israélien. Et ils sont complètement à côté de ce consensus, et malheureusement, on a un exemple typique, puisque je vois Jean-Pierre, je connais bien Jean-Pierre Liedo, et je salue d'ailleurs son courage, Jean-Pierre vient d'intervenir, son courage et son travail de Sisyphe au sein du monde du cinéma pour faire valoir, non pas sa cause, mais la cause d'Israël dans un moment si difficile. Mais on a eu en macro la même histoire qui est arrivée avec I24, le même déboire, j'allais dire, que ce qui t'arrive en négatif avec la difficulté de faire reconnaître ton projet de film. C'est que là, avec la différence, c'est que là, on a eu un milliardaire juif qui d'ailleurs a été classé il y a quelques semaines comme la première, il est juif mais israélien francophone, Robert Drey, c'est la première fortune d'Israël. Patrick, pardon, pas Robert, je avec un autre Robert. Patrick Drahi. Eh bien, il a mis des milliards d'euros, parce que cette chaîne, d'ailleurs, un an après sa création, ne rapporte pas d'argent, elle est prévue pour perdre pendant 5 ans de l'argent, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie comme fortune, mais pas du tout avec un projet réfléchi, une stratégie, comme disait le professeur Wistrich, c'est-à-dire un brainstorming qui a réfléchi sur les messages et comment et qui allait fabriquer ces messages et qu'est-ce qu'on allait faire, à quelle partie de la francophonie, enfin du monde francophone on allait s'adresser, à quelle partie du monde anglophone, qu'est-ce que signifiait une chaîne en arabe. Et aujourd'hui, cette chaîne, vous imaginez, elle a 150 journalistes, 50 enfin les traducteurs, 50 en français, 50 en arabe, 50 un petit peu moins en arabe, mais un peu plus en anglais. Et il y a des milliards qui sont dedans pour fabriquer une coquille vide qui, quelquefois, évidemment, ça n'empêche pas que des fois, il y a des débats intéressants, tout d'un coup, il peut y avoir un moment authentique, etc. Mais cette chaîne, c'est véritablement un coup d'épée dans l'eau, malheureusement, parce qu'il y a eu, moi qui suis en Israël depuis donc presque 30 ans, et j'ai essayé avec le Jérusalem Post, d'autres projets, avec d'autres aussi, d'impulser au moins au niveau de la francophonie un contre-feu israélien valable. Eh bien, on attendait avec impatience qu'en fait, il y ait un mécène, quelqu'un qui puisse comprendre l'enjeu si important de mener donc la défense de l'image d'Israël, et pas seulement la défense, mais comme on dit tout à l'heure, de la valorisation de l'histoire juive, de la présence de ce peuple sur cette terre depuis si longtemps et de ses liens avec cette terre. On attendait de trouver finalement les moyens. Bon, ces moyens ont été trouvés, mais pour une cause qui est perdue. Et c'est pas parce que, pour dire les choses très simplement, quelques-uns d'entre nous n'ont pas été volontairement embauchés dans cette chaîne, c'est parce que le travail qu'elle fait est à côté de la plaque. Et la preuve, c'est que le professeur Wistrich, qui sans doute connaissait la création de I24, mais ça n'a pas l'impact que ça aurait pu avoir avec tous les moyens qui ont été mis dedans. Et ça, c'est pour ça que je pense que le plus grave, si on va au-delà de l'anecdote, et je crois que c'est exactement en contrepoint la même histoire que ce qui t'arrive, Jean-Pierre, c'est que
Aujourd'hui, le monde fonctionne, si vous voulez, où les décisionnaires fonctionnent, ils surfent sur des vagues. Aujourd'hui, on voulait, quelqu'un a de l'argent, veut faire un coup dans le paysage médiatique d'Israël. Alors il crée cette chaîne, mais cette chaîne, parce qu'il est producteur, ne lui permet pas d'être diffuseur en Israël. Et le premier public qui aurait pu être intéressé, je parle même techniquement, par I24 en français, c'est le public francophone israélien, qui est quand même important. Il ne peut pas voir la chaîne, si ce n'est sur Internet, parce qu'elle ne peut pas être diffusée sur les ondes, enfin, par les antennes. Et donc il n'y a pas eu de stratégie. Il n'y a pas eu de stratégie. Et ça, c'est un micro-exemple qui montre que même quand il y a les moyens, on n'est pas à la hauteur de réflexion et de la stratégie qu'il faut par rapport à tout ce qu'on pourrait faire et aux urgences de l'heure, malheureusement. Donc là, je crois que ça rejoint effectivement les remarques de Jean-Pierre Liédo et sur l'incapacité de passer... Ouvre-le. Il était éteint, désolé. Oui, non, je disais que justement, c'est ce qui confirme effectivement les difficultés aussi d'arriver à constituer un discours et à le faire entendre. Comme Jean-Pierre Liédo l'a rappelé, il y a même à l'intérieur d'Israël des barrages, des plafonds de verre qu'on n'arrive pas à briser, qui font partie de cette problématique générale. Juste un dernier point et on passera à je voulais le dire parce qu'on était trop général. Lors de la longue discussion que j'ai même pas suscitée, que j'ai eue avec l'un des rédacteurs en chef, qui lui-même étant un intellectuel français, qui s'appelle Michel Taub, qui est un type très valable. Taubman. Taub, c'est une autre chose. Qui me disait il y a 2 jours, que lors d'une discussion qu'il a suscitée, il m'a demandé ce que je pensais de la chaîne. Bon, ben, je lui ai dit ce que je pensais. Et il m'a dit, mais c'est encore pire, parce qu'il y a 2 choses dans cette chaîne qui sont détestées et écartées par définition. C'est toute réflexion intellectuelle et tout référent au judaïsme. Et toute référence au judaïsme. Ou à l'histoire juive. Ou à l'histoire juive. Mais non, mais judaïsme, j'entends culture juive, pas l'aspect religieux. Et donc, on a affaire à une situation kafkaïenne. Comment une chaîne qui a enfin vu le jour peut, en fait, tout simplement la réponse, elle est connue. C'est que ce qui est à la mode, c'est... je dirais, une atmosphère un peu de magazine Vogue dans les studios, avec des jolies filles, de jolis studios, des débats à l'emporte-pièce, et puis une atmosphère de chaîne occidentale, Nekuda. Et avec ça, on a coulé une chance de défendre l'image d'Israël, malheureusement. Donc, nous allons appeler à la question suivante. Bon, écoutez, je suis Charlet David Karoubi, j'abonde voilà, je parle mieux. J'abonde dans ce qu'a dit M. Jean-Pierre Liédo, puisque moi-même je suis né en Algérie et que j'ai quitté à l'âge de 15 ans et demi. J'étais présent lorsque ce fameux chanteur juif qui chantait en arabe et qui était apprécié par ce monde arabe a été tué, donc, et ce qui a déclenché le départ de pratiquement tous les juifs de la ville où je vivais, je le dis, c'était Constantine. Et on regagnait la France et quelques-uns sont venus en Israël. Moi-même, je suis venu en France parce que mon papa travaillait dans l'administration française. Bien, ce qu'il faut dire, c'est que en ce qui concerne l'Algérie, les Algériens sont devenus complètement amnésiques sur le passé des Juifs en Algérie qui étaient là depuis 2000 ans. Donc, on n'en parle plus, il n'en existe plus, en tous les cas pas à ma connaissance. Voilà, pour cela. Et en même temps, si nous avons dû quitter l'Algérie, c'est que parce qu'on nous disait, bah, écoutez, vous êtes français, vous êtes musulman, ah vous êtes français, vous n'êtes pas musulman, partez, dehors. Donc on nous a mis dehors. Voilà, tout simplement, on est parti pour ça. Autre chose. Alors, l'autre question, voilà, ceci c'était un petit peu pour confirmer ce qu'il avait dit. L'autre question, écoutez, aujourd'hui ce sont les juifs en général qui sont mis en cause et on conteste l'existence, on conteste le patrimoine et on écrit avec leur histoire, une autre histoire, donc, voilà. Demain matin, aujourd'hui, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit, notamment je parle pour le monde chrétien. Je dis pour le monde chrétien, pas en totalité bien sûr, donc, hein, mais en grande partie. Mais demain, lorsque l'Europe sera occupée dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans tout au plus, par une grande population arabe et que l'Europe deviendra
musulmane, qui dira quoi que ce soit pour ces gens-là. Voilà. Donc je demanderai un petit peu plus de solidarité et de reconnaissance par le monde chrétien. Voilà, tout simplement. Oui, puisque vous avez évoqué les réponses ou le manque de réaction du monde chrétien, j'ai deux réflexions. Première chose, justement, quand on regarde dans l'ensemble ce phénomène du vol de l'identité que Shimon Samuels avait évoqué au début, la chose peut-être la plus frappante dans toute cette histoire en ce moment, c'est la volonté des Palestiniens de présenter Jésus même comme le Palestinien par excellence et le drame de la Palestine comme une sorte de une remise en scène de cet drame classique que tout le monde sait. La crucifixion de Jésus devient la crucifixion de la Palestine par les mêmes bourreaux, c'est-à-dire les Juifs, dans leur incarnation zioniste aujourd'hui. Bon, ça c'est devenu un récit de plus en plus fréquent, même au plus haut niveau de l'autorité palestinienne, etc. Maintenant, moi je me pose une autre question vis-à-vis du monde chrétien. Pourquoi Israël et des juifs, organisations juives, individus, académiciens, pourquoi on met pas suffisamment d'attention pour démasquer ces manœuvres? Parce que là, au moins, il y a une partie du monde chrétien qui sera sensible, parce que c'est aussi leur récit, c'est leur histoire qui est visée. En fait, si j'étais un chrétien croyant, catholique ou protestant, j'aurais été très offensé, ne pas dire insulté, par l'idée que voilà, que c'était le premier... J'ai pensé que j'étais terminé. Bon, alors, je crois que ce n'est un exemple, parce que, en ce moment, pendant que nous parlons, ce qui reste des minorités chrétiennes au Moyen-Orient, le peu qui reste, à part Égypte, il y a quand même plusieurs millions, mais ça aussi, c'est en train de s'effriter, de se désagréger. En fait, c'est la fin, plus ou moins. On assiste à la fin du christianisme, ça peut durer encore 20 ans, la fin d'une présence bimillénaire qui précède l'arrivée de l'islam. Et puisque le monde chrétien ne montre même pas de solidarité en Occident avec ces chrétiens persécutés, peut-être c'est une chance, c'est le moment venu que les Juifs repaient les chrétiens, justement en soulevant cette question. Malgré tout ce qu'on nous a fait, le monde chrétien, alors on peut attirer l'attention aux persécutés chrétiens en montrant justement peut-être ça va débloquer un peu. Je ne me fais pas trop d'illusions parce que je sais très bien qu'il y a une grande résistance à évoquer tout cela. Mais quand même, ça sera pas mal si
si on le fera un peu plus. Oui, que les Juifs prennent parti pour les chrétiens persécutés au Moyen-Orient et ailleurs d'ailleurs, mais surtout au Moyen-Orient. Et en Israël. Et à Nazareth. Et en Israël, il faut montrer... À Nazareth, il y a aujourd'hui un grand panneau derrière l'église de la basilique de la Nativité à Nazareth, un grand panneau où il y a une sourate du Coran pour montrer que Jésus c'est rien du tout. Ça se trouve à Nazareth aujourd'hui. Et les Juifs de Nazareth, et les chrétiens de Nazareth se considèrent comme insultés. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît bien, parce que le temps passe et je voudrais juste laisser un mot à nous. Oui, bonjour. Oui, je vous remercie tous pour vos interventions, votre présentation. Et surtout, je trouve que l'importance d'avoir réussi à passer à l'UNESCO, qui est connue comme étant une réunion, une assemblée de nations composées en majorité de pays islamiques, qui à chaque fois nous balaye largement de toute gratitude, disons de n'importe quoi. Je voudrais savoir si cette exposition de quelques jours sur un panel qui est vraiment imbibé des Juifs d'Israël, du peuple juif, etc. Donc pour les chrétiens ou pour les catholiques, c'est quelque chose qui marque. Pour l'UNESCO, c'est une réflexion, certainement pour l'avenir. Alors, quelle est la répercussion que vous attendez positive à l'UNESCO pour Israël? L'impact. Alors, juste, il y avait juste derrière Madame, non, Léa, et ça sera la dernière intervention, et je laisse nos intervenants. Quelqu'un demander quelque chose, c'est pas pour l'ensemble. C'est dommage, mais bon, alors dans ce cas-là, on va s'arrêter à la question de Madame sur l'impact. Il n'y a pas une question. Et après, je passerai la parole à nos intervenants pour la conclusion. Ce n'est pas une question, rassurez-vous. Ma longue expérience des organisations internationales me remplit vraiment d'admiration et d'une très grande surprise. Je suis sidéré. Je n'ai pas lu les textes, j'ai vu les titres des panneaux. Et je n'aurais jamais cru que l'UNESCO accepte une telle exposition. Alors vraiment, chapeau. Korakavod, vous avez fait là quelque chose de vraiment fantastique. Et c'est une bataille méritoire que de l'avoir gagnée. Il y a pour les uns une importance à voir le logo de l'UNESCO là-dessus. Nous allons procéder avec ça, certes aux Nations Unies à New York. C'est une clé d'entrée. Pour les autres pour lesquels le logo de l'UNESCO ne les intéresse pas, nous allons procéder autrement et il y a un intérêt de traduire cette exposition en hébreu pour les jeunes d'Israël. Maintenant, en ce qui concerne cette question sur les chrétiens en Europe, les musulmans, je crois que ça c'est un problème pour eux à résoudre. Pour nous c'est un problème plutôt plus proche comme les Juifs. Moi j'achète chaque jour un sandwich dans un petit sandwicherie cachère dans le 17e de Paris. Et chaque jour, c'est la même question. Est-ce que le moment est arrivé pour partir? C'est un peu comme pendant les années 30. Et ma réponse est toujours la même. Ma réponse c'est moi, je n'ai pas le droit de vous dire que faire, mais est-ce que vous voulez être parmi les derniers? Notre dernier point que je voudrais raconter, ma philosophie ou façon pour contrecarrer l'antisémitisme et surtout l'antisémitisme chrétien. Il y avait un pasteur d'une église électronique, ça s'appelle, c'est une chaîne de télévision à Texas, pasteur Billy Smith.
Il a dit que Dieu ne peut pas entendre la prière d'un juif. Son oreille n'est pas construite pour ça. Et il y avait beaucoup de hurlements de l'antisémitisme. Nous avons appelé à lui par téléphone, nous avons invité à lui à venir pour déjeuner avec nous à New York ou à Los Angeles, peu importe. Il est venu avec quelques des membres de son conseil d'administratif. Et nous avons demandé à lui, est-ce que ça a été votre but, faire offense au peuple juif? Pas du tout, je suis dans un métier de rivalité. Il faut avoir des choses choquantes à dire à la télévision. Nous avons demandé, est-ce que vous avez visité la Terre Sainte? Pour vous, c'est la Terre Sainte, pour nous, Israël. Il a dit jamais. Nous avons dit, très bien, vous avec les fidèles et nous avec notre rabbin, nous allons visiter ensemble. Et ça a été fait. Et sur le rive de Kinneret, il a dit, Monsieur le rabbin, ici c'est un endroit très très sacré pour moi. Mon Seigneur a marché sur les eaux ici. Ça me ferait grand plaisir si vous me permettez vous baptiser. Et le rabbin, sans réfléchir beaucoup de temps, il a dit, pas de problème. Monsieur le pasteur, 5 minutes après que vous me permettez, vous circoncisez. Qu'est-ce que sont les leçons de ça? Le regretté Simon Wiesenthal, il a fait une collection des blagues. Parce qu'il a dit que les blagues, un bon blague, c'est comme une grenade. Il peut détruire une maison, il peut ridiculiser une théorie de conspiration. Et je crois que, premièrement, c'est l'utilisation de l'humour qui est très important dans notre lutte. Mais aussi même, je ne dis pas pour un skin ou pour un néo-nazi, un djihadiste, mais normalement, si l'expression c'est pas à cause de l'ignorance, invitez-lui à déjeuner. Peut-être on peut faire un nouveau ami. Merci.